Quelle est Merci Yes. à vous. Quelle est Papa. la durée prévue? Je me souviens plus. Écoutez, le mieux est que vous ne dépassiez pas 45 minutes. Le séminaire est prévu au maximum sur 2 heures. D'accord. Ça tombe bien, j'ai 18 diapositives et c'est la durée qui ne va pas faire 45 minutes, mais plutôt 35 à 40. Comme ça, il y a plein de temps. Parfait. Eh bien, donc je me présente moi-même, c'est ça? Oui, oui, Exactement, oui. oui. Très bien. Mais, combien sommes-nous? 15. 15. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne vous vois pas parce que moi, j'ai le plein écran et pas les choses. Mais bon, bonjour à tous et à tous. Merci aux deux organisateurs, Thierry et Xavier, de m'inviter aujourd'hui pour cette présentation en ligne. Merci de la souplesse entre le 6 et le 13. Et une présentation rapide. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Olivier Harifon, je suis professeur en information et communication. Donc, c'est les sciences de l'information et de la communication. Et depuis depuis 2000, je m'intéresse aux questions chinoises avec une approche communicationnelle qui permet d'examiner les processus de recherche, les processus d'image, les processus de réception de la communication de la Chine. Et avant ça, donc je suis enseignant à Lille, l'Université catholique de Lille. Xavier Oregan me propose de travailler sur la diplomatie publique. C'est toujours un plaisir avec cette promotion. Et je mène ma recherche, comme vous le voyez, à l'Université Nice-Côte d'Azur pour être rattaché à un laboratoire. Mais je vis à Bruxelles. Il n'y a pas de mais d'ailleurs. Je vis à Bruxelles et ça me donne un terrain d'enquête dont je vais vous parler parce que la communication que je débute dans quelques instants est basée sur un travail de terrain, une sorte de combinaison entre le macro et le micro, entre l'anthropologie et les sciences de la communication et les sciences politiques. Voilà, voilà. Et alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'image et de l'influence de la Chine en 2024, une ambiguïté persistante. Et durant mon récent voyage, j'ai trouvé un autre titre. En anglais, c'est From Soft Power to Tide Power. Et en français, ça donnerait de la séduction au contrôle. Et on en est là. Mais je vais vous expliquer pourquoi on est arrivé, enfin pourquoi la Chine ne me semble pas, j'en suis sûr, est arrivée là. Euh, alors c'est la présence, ce sera la présence chinoise et principalement en Europe et surtout à Bruxelles, puisque c'est une place d'observation excellente. Vous avez vu que j'ai choisi l'image du panda parce que cet magnifique animal a des comptes Twitter ou des comptes X maintenant, des webcams et puis est utilisé comme une diplomatie du panda par le gouvernement chinois qui vient, il y a 2 jours, de dire que le zoo de San Diego en recevra 2. Mais je vais y revenir. Alors, Alors, attendez, ça y est, ça commence. Les premières questions techniques sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Dès qu'on a 2 écrans, c'est un problème que je n'ai encore jamais résolu. Vous savez, quand on a 2 écrans, ça marche. Comment je peux faire? Là, Voilà, ça marche. ouais, voilà. J'ai trouvé une des résolutions. Alors voilà. Et bien évidemment, le terme soft power ne vous est pas étranger. Il est utilisé par bien des acteurs. On va dire Pierre Aski tous les matins à 8h20. Enfin, pas tous les matins, mais assez souvent. Moi, je considère que le soft power, donc la puissance douce, la puissance d'attraction et la diplomatie publique sont 2 faces de la même pièce, c'est-à-dire la capacité, ce qu'on donne comme synonyme de diplomatie culturelle, un peu moins souvent d'advocacy ou plus simplement de relations publiques. Et maintenant, tous les pays, mais absolument tous, même le Bhoutan, même le Sri Lanka, cherchent à promouvoir leur image à l'étranger d'une manière plus ou moins professionnelle. Et la Chine a décidé de faire ça euh, dès 2010 dans une politique organisée suite au succès des Jeux olympiques de 2008. Alors, pour nous, chercheurs, Joseph Nye est une référence, hein. C'est celui qui a créé le concept en 2009
Et puis, il le divise en trois éléments, la culture, pardon, les valeurs politiques et la politique étrangère. Et c'est une grille qui fonctionne tout à fait. Elle est pleine de limites, mais en même temps, elle est efficiente, comme je le montre dans plein d'endroits. Mais bon. Alors donc, le soft power, c'est ça, la capacité d'attraction d'un pays, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'apprécie, il y a une personne en liste d'attente, pourquoi est-ce que j'apprécie un pays et quelle va être la stratégie pour qu'il me convainque qu'il est un acteur ou qu'il a une bonne image. Et ce travail, cette présentation est le résultat du livre dont vous voyez la couverture à droite, publié chez l'Harmattan en 2021, Le récit politique chinois, soft power, communication et influence, euh, qui consiste à… alors, je vais vous détailler le récit politique chinois tel qu'il s'est déroulé de 2013 à 2019, puis je rajoute, puisque mon livre s'arrête en 2019, enfin, en décembre 2019, puisque nous avons le virus du Covid-19 en janvier 2020, eh bien, ça s'arrête en 2019. Alors, le soft power, c'est transformer des ressources en une opération de diplomatie en un récit structuré. Attention, les ressources, ce n'est pas les ressources minérales, ni le bois. C'est plutôt les ressources dites culturelles, voire touristiques, voire même pour les Chinois et maintenant pour les Européens, les ressources économiques, ce qui pose quelques problèmes, mais ce n'est pas grave. Et donc, il faut, pour développer une bonne opération, l'idée, c'est d'avoir un récit. Donc, vous connaissez sans doute le terme de storytelling, les narratives, et en français, les récits. Donc, un récit attrayant en direction de différents publics. Mais si le récit est monolithique sur une seule ressource, genre nous sommes le pays du vin et du fromage, ça ne marche absolument pas. Il est plutôt intéressant d'avoir un récit flexible. La Chine a décidé d'avoir un récit en trois dimensions, mais avec un seul thème qui ne vous surprendra pas. Alors, quelles sont d'abord ces trois dimensions? Eh bien, évidemment, le plus classique, c'est la culture. Donc là, je vous ai mis l'image d'un film censé être un blockbuster ou un succès hollywoodien qui se révèle qui n'a pas été un succès. Alors, mais à gauche, j'ai listé les éléments de la culture, à savoir les instituts Confucius pour apprendre la langue, l'ensemble des médias, ça ne vous échappera pas, CCTV, Xinhua, CGTN en anglais, le China Daily, Twitter, Facebook et YouTube. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de mon récent retour du Pakistan et des 10 Chinois qui nous accompagnaient, et il y avait un journaliste de China Daily dans la délégation. Les films, il y en a trois notables, bientôt un quatrième, The Great Wall, The Wandering Earth and Wolf Warrior, qui sont loin d'être des films, ce sont des films grand public, mais quand même des blockbusters où ça tape et ça fait beaucoup de bruit. Et le dernier qui vient de sortir, il faudrait que je le note. Ensuite, il ne vous a pas échappé, si en fonction de votre génération et de votre approche de la médecine, que la médecine traditionnelle chinoise est devenue très importante, l'acupuncture, et puis évidemment, nous connaissons tous maintenant le Qigong et le Tai Chi, qui est moins connu que le yoga, mais quand même, eh bien voilà, ce sont des attributs d'une puissance douce, d'être séduit par la culture. Et, anecdote personnelle, euh, si je m'intéresse à la Chine aujourd'hui, c'est parce qu'en 1994, je rencontre le Tai Chi. Non, je rencontre le Qigong par un prof chinois, enfin, sino-mexicain, à Paris. Et c'est le début de mon goût pour la Chine, puisque ce Qigong va m'emmener à Pékin en 97. Et là, je vais me dire, ah, mais j'adore ce pays, donc je commence ce chemin. Bien évidemment, 80, pourquoi je vous parle de ma vie? Parce que 94 et 97 sont loin d'être labellisés soft power ou diplomatie publique à l'époque. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la culture chinoise. Le deuxième élément du récit, eh bien, c'est le développement économique pour le bienfait de l'humanité. Alors là, je cite le président Xi Jinping, hein, the economic development for the human mankind. Donc c'est très clair dit dans tous ces discours sur la Belt and Road Initiative ou IDA-ILU, c'est les nouvelles routes de la soie, c'est toujours la même chose.
ce gigantesque projet est consacré a pour but final le développement et le bienfait de l'humanité. Donc, en gros, plus de commerce. Alors, vous connaissez tout ça, évidemment, les nouvelles routes de la soie. Vous connaissez évidemment les BRICS avec les 5 États membres, plus les 6 autres au 1er janvier. La spécialité de l'Afrique et de mon collègue Xavier Oregan, c'est l'Afrique avec le FOCAC. Donc, j'ai relevé 3 dates, j'espère qu'il n'en manque pas, 2012, 2015, 2018, la réunion de la Chine et des pays africains, plus un forum que j'ai mis XX plus 1, Europe centrale et orientale. Il y avait 16 participants, il y a 2 pays qui sont partis. Alors, ça baisse régulièrement, les plus connus étant la Lituanie et le deuxième, je ne sais plus. Et puis, ne manquant pas d'initiatives, après le Covid, je vais dire le président Xi Jinping, hein, pour faire court, propose la Global Security Initiative et la Global Development Initiative. Donc, les chercheurs que nous sommes avons du mal à savoir quel est le contenu en détail. Et on va rapidement voir. Alors, enfin, en conclusion, je pense qu'on comprendra pourquoi. Et alors, on peut voir là une volonté de la Chine sur tous les continents, excepté l'Océanie, mais en ce moment, ils s'en occupent bien aussi, excepté l'Océanie, de développer des coopérations à la chinoise, avec les valeurs chinoises, pour le commerce et pour le bienfait de l'humanité. Donc, c'est un récit, hein. Vous avez vu, la culture, 5000 ans de civilisation a changé. Là, le commerce et la connectivité pour le bienfait de l'humanité. Le troisième récit est le suivant, toucher les décideurs. Alors là, nous avons 3 exemples. D'abord, promouvoir la pensée chinoise. Là, j'ai un cas sur la pensée de Confucius. Prendre la parole à travers les diplomates chinois et puis, eh bien, séduire euh, les personnels politiques et académiques. Alors, en haut à droite, c'est le chapitre 3 de mon ouvrage. C'est mon terrain, le terrain bruxellois. Donc, je détaille un petit peu, entre 2013 et 2019, entre 2013 et décembre 2019, j'ai pu assister à une manifestation par semaine, s'il vous plaît, du gouvernement chinois ou de la mission, hein, qui organisait des événements culturels, académiques, politiques, people-to-people exchange ou purement diplomatiques. En haut, que se passe-t-il en haut? Eh bien, à gauche, le premier monsieur, c'est un responsable de l'ambassade. À droite, un Chinois de grande taille, c'est peu de le dire, est un professeur venu de Chine pour nous parler de la pensée de Confucius, outil d'harmonie et de bien-être capable de concurrencer les valeurs individualistes et capitalistes. Je cite, hein. Et au milieu, nous avons un homme qui reçoit des ouvrages. Eh bien, durant cette cérémonie organisée au Press Club de Bruxelles, durant un festival d'art qui va se dérouler à Bruxelles et ailleurs, eh bien, durant cette cérémonie, cet homme-là, responsable d'un think tank qui est d'ailleurs connu pour être pro-chinois, et les 3 responsables des grandes bibliothèques universitaires de la ville vont recevoir les œuvres complètes de Confucius. Donc, les livres qu'on voit emballés en rouge sont les œuvres complètes de Confucius imprimées en Chine et qui vont atterrir dans les rayonnages des bibliothèques. Vous voyez que là, il se pose un problème de liberté académique qui d'ailleurs a été documenté à Bruxelles de manière extrêmement visible parce que 2 instituts Confucius sont fermés. Si vous voulez plus de détails, pensez à me poser la question. Donc, on a bien là une volonté de promouvoir la pensée de Confucius et de toucher des personnels politiques et académiques, puisque c'est ouvert à tous et que chacun peut participer. Je répète, les volumes de Confucius seront offerts en cadeau aux 3 universités, plus à ce think tank. Ensuite, alors, Twitter et Facebook, enfin X et Facebook sont interdits en Chine, mais on verra plus tard que les diplomates chinois ont reçu pour instruction à partir de 2019 de prendre la parole. Prendre la parole par tous les moyens possibles et parfois sans limite, c'est peu de dire,
puisqu'il va y avoir des commentaires du diplomate chinois en France sur le Covid, la gestion du Covid. Il va y avoir des commentaires du diplomate chinois en Suède, du diplomate tchèque en République tchèque. Et c'est ce qu'on va appeler un bref moment, la diplomatie des loups guerriers, un discours agressif, extrêmement virulent et très critique sur les actions des pays occidentaux, pardon. Les personnels politiques, ça ne vous a pas échappé que nous connaissons tous Jean-Pierre Raffarin. D'autres personnes sont ciblées. Voilà comment Le Monde et un journal belge l'a révélé. Ça, c'est tout récent. Comment un espion de Pékin a recruté un homme politique européen pendant au moins 3 ans. Frank Rielman, un homme politique belge d'extrême droite, s'est vu confier des missions par un officier de renseignement chinois. Le Monde, avec le Spiegel et le Financial Times, se procuraient leur échange. Ça, c'est voilà, c'est l'intrusion dans les enceintes européennes. Alors, vous avez également entendu parler du Qatargate. Eh bien, c'est les mêmes méthodes, soit par le Qatar, soit par la Chine, jusqu'à avoir des hommes, avoir de son côté des hommes politiques. En bas à droite, c'est une photo de la réception pour le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. C'est à Bruxelles et c'est en octobre 2019. Et donc, nous avons un petit, Marc Malo vient d'arriver, nous avons un petit panda qui va évidemment finir dans ma poche et qu'on peut donner autour de soi. Et donc, c'est la boucle avec l'image d'introduction, le panda comme animal bienveillant. Et là, c'est vraiment un clin d'œil que je trouve bien fait parce que c'est facile et ça se, ça se, s'impose facilement comme un objet. Alors, après, toucher le grand public, là encore en 2019, alors vous allez comprendre pourquoi j'écris tout ça, parce qu'en fait, il n'y en a plus à partir de 2022. Donc ça, c'est Take a Walk to China, avec une manifestation gratuite pour le grand public au centre vous avez Schuman Roundabout, pour ceux qui connaissent Bruxelles, c'est le rond-point Robert Schuman avec toutes ses voitures, mais c'est aussi le lieu où la Commission, le Parlement, non, la Commission et le Conseil se font face. Le Parlement est plus loin. Et donc, c'est une manifestation où il va y avoir du tai chi, de la vidéo, des arts martiaux, des biaozi, les raviolis, de la calligraphie, et voilà, et de la chorale. On ne va pas regarder la vidéo parce qu'on n'a pas tout à fait le temps. Elle fait 4 minutes, c'est un peu long. Mais voilà, une manifestation en direction du grand public. Donc, on a bien ce qui est une chose qui m'est importante et que j'insiste profondément quand j'en parle aux étudiants de la Cato, c'est qu'il y a la volonté de toucher différents publics. On a vu les personnels politiques et académiques avec les instituts Confucius à la VUB et à ULB. On voit le grand public avec des familles. On voit les comptes Twitter pour les gens qui suivent les ambassades. Donc, on a bien une politique tous azimuts pour toucher tous les différents publics. Alors voilà, c'est quoi le discours? Eh bien, les fins connaisseurs chinois que vous êtes, c'est le chinois et la Chine chinois. Il manque un mot, c'est bizarre. La Chine et le relativisme culturel, un modèle dit supérieur. Donc, vous savez comme moi que Xi Jinping, il suffit de lire les discours de Xi Jinping pour avoir son cadre. Donc, la Chine dit qu'elle se développe pacifiquement, elle repose sur des valeurs harmonieuses grâce au confucianisme, qu'elle promeut le rêve chinois et que les droits économiques sont supérieurs aux droits humains. Et tout ça, c'est to combine principle of universality with China reality. Et ça s'oppose à ce que la Chine considère comme l'Occident décadent et corrompu, avec nos valeurs occidentales de liberté d'expression, de liberté des mœurs et toutes de liberté du corps de la femme et toutes ces valeurs qui sont considérées comme étant tout à fait décadentes, corrompues. Et là-dessus, M. Xi Jinping rejoint
assez nettement les discours du président de la Fédération de Russie. Voilà, donc je conclue là-dessus avec un discours dit supérieur, qui est un chapeau, un modèle dit supérieur, qui doit s'imposer à nous et que la Chine a tenté avec succès de développer à Bruxelles de 2012, enfin 2013 à 2019. Et puis le Covid arrive et ceci va rompre la situation. Alors, un nouvel extrait de mon ouvrage, page 67, j'ai voulu tester la réception de ce discours. Parce que c'est bien de savoir qu'il y a des discours, mais il faut aussi savoir si ça a une efficacité. Alors, je vous le dis de suite, le discours, la politique de soft power à Bruxelles, tel que je l'ai observé ou que j'ai lu, a fonctionné, puisqu'on disait, oui, la Chine, c'est un problème avec les droits humains, mais finalement, on va y arriver. Finalement, ils peuvent se modifier. Et puis, c'est le discours de Angela Merkel, Wandel durch Handel, le changement à travers le commerce. Donc, le commerce adoucit les mœurs. Eh bien, le résultat est non, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, les index, le tableau est un peu complexe, mais c'est pour essayer d'évaluer. Regardez, la première colonne, les éléments de M. Nye. Ensuite, j'ai pris un index produit par une ONG ou par une université dans la deuxième colonne. Ensuite, j'ai mis le nombre total de pays, 160, 79. Ensuite, j'ai mis les 10 premiers pays, les États membres de l'UE parmi les 10 premiers pays, et ça permet de voir que l'Union européenne a quand même de bons résultats. Et puis après, j'ai mis la Chine. Vous voyez, elle est 27e sur 160 pour la culture. Elle est 177e pour le World Freedom Index, 88e pour la gouvernance et la justice et 60e pour le Good Country, c'est-à-dire la contribution au bien collectif de la planète, ce qui ne sont pas des positions extraordinaires. Donc voilà, ça c'est une méthode pour étudier la réception. Voilà, ceci termine le contenu de cet ouvrage, à savoir une présentation du soft power, une évaluation, ensuite un travail sur les nouvelles routes de la soie dans les Balkans, avec sa réception ou pas, et puis ensuite le terrain dont je vous ai décrit et qui conclut, l'ouvrage conclut par un soft power efficace et une image qui doit encore s'améliorer. Nous sommes, je vous le rappelle, entre 2019 et 2021. Ceci conclut la présentation de cet ouvrage et je n'ai pas voulu m'arrêter là, évidemment. Alors, je suis allé plus loin et il est apparu un différent sondage, il en a apparu 5, j'en ai sélectionné 3 pour évaluer l'image de la Chine. Et là, ça ne va pas vous surprendre, mais j'ai oublié une petite chose, donc je vous demande une seconde, je vais chercher une petite boisson, un peu d'eau. Comme quoi, un bon verre d'eau à côté de soi est un instrument indispensable. Voilà. La tasse de thé chinoise, j'ai oublié ça. Bref. Alors, deuxième étape de la présentation, les sondages. Donc, j'en ai choisi 3. Le Pew Research Center, qui est un centre américain, Sinofor Borderlands de la Tchéquie, et puis un de Singapour. Il y en a un autre aussi de l'Indonésie, et il y en a un plus, Xavier Oregan, je vous transmets cette information, le Africa Barometer, dont j'ai vu une fois une édition qui produit des résultats intéressants. Regardez les changements de perception. Hein, en vert favorable, en bleu non favorable. Alors l'Australie, c'est pas surprenant. Enfin, c'est jamais surprenant justement. L'Australie, c'est incroyable. On passe, les courbes s'inversent. UK, Germany, et puis alors Netherlands, Suède. Enfin, on regarde tous les pays. Vous regardez celui que vous voulez. Je vous en explique 3. Pourquoi l'Australie change si brutalement d'image? Eh bien, c'est simple, parce qu'il y a eu ingérence au Parlement australien du gouvernement chinois pour influencer les élections et avec peut-être même des soupçons d'espionnage. Donc, il y a une énorme communauté chinoise et
ça se reflète dans les médias et ça reflète dans la perception des citoyens. On prend la Suède, juste en dessous. Vous voyez le changement brutal de 40 à 43, on passe à 85 et 14. C'est normal. Il y a un citoyen, un Chinois de nationalité suédoise, qui est en plus un éditeur, qui est gardé arbitrairement en Chine sans procès. Et donc l'opinion suédoise, je suis sûr qu'elle est sensibilisée par les journaux qui reflètent ce cas. On pourrait prendre encore le dernier cas, le Canada. On passe de 58 à 23 et de 27 à 73. J'allais dire 73. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a les deux Michael, deux hommes d'affaires qui ont été gardés pendant 2 ans dans les prisons chinoises sans procès, avec des soupçons d'espionnage. Donc, les opinions publiques ne sont pas dupes, elles sont informées, chacun d'entre eux, par un cas qui va toucher leur pays. Et globalement, l'image de la Chine s'effondre. Elle s'effondre toujours au même moment, 2020. On comprend pourquoi, parce que la combinaison de ces actions et du virus va mettre à mal l'image de la Chine. Ensuite, on prend le deuxième élément. Il faut que je regarde l'heure, c'est bon. Ensuite, on prend le deuxième élément. Alors, c'est plus intéressant de regarder la figure 3 en bas à droite. C'est le changement de la perception de la Chine à travers les Européens dans les 3 dernières années. Regardez, UK, alors ça c'est en rouge, ça se dégrade, et en bleu, ça augmente. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se dégrade en UK, en Grande-Bretagne, mais c'est très profond. La Suède, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la France devient de plus en plus méfiante parce que le gouvernement Macron fait ce qu'il faut, est très bien informé des actions chinoises et a informé sa population. L'Allemagne commence à se méfier, ensuite l'Espagne, la Tchéquie, l'Italie. Et puis on a en bleu trois pays, ça ne me surprendra pas, la Russie ça s'est amélioré, la Serbie, parce qu'elle a toujours été pro-chinoise et c'est le pays le plus des Balkans le plus en contact avec la Chine. Et puis la Latvia, la Lettonie, avec sa grande population russophone. Troisième sondage, pour ne pas être taxé d'occidental, un chercheur qui a une vue qui ne comprend pas pas la Chine. J'ai été voir l'ASEAN, les pays de l'Asie du Sud-Est asiatique. Et puis on a, alors là, ce n'est pas les mêmes méthodes, ce n'est pas les mêmes résultats, mais j'ai fait avec ce qu'il y avait. Le Japon, et donc on voyait confidence, donc la confiance avec le Japon, 54,2, un bon score. 58,2 avec les États-Unis, un autre bon score. 48,5 pourcentage de confiance avec l'Union européenne, qui est pourtant très éloignée. C'est un excellent score. Et puis la Chine, 26,8. 26,8 avec non pas de confiance, 58,1. Je vais pas perdre de temps sur le cas de la Chine. J'ai deux informations à vous livrer sur la Chine pour l'ASEAN. Quand je vais là-bas, ou il m'arrive d'enseigner à Berlin, et j'ai devant moi des étudiants vietnamiens. C'est comme ça. Eh bien, tous les Vietnamiens, tous les jeunes Vietnamiens que je croise sont au courant de conflits dans la mer de Chine du Sud. Et c'est donc l'opinion publique vietnamienne qui sait les problèmes qu'elle a avec la Chine et les conflits qu'elle a pour ses vessels, pour ses bateaux. Et pas plus tard qu'hier, il y avait un nouvel affrontement des gardes-côtes philippins avec les milices de bateaux chinois sur les eaux territoriales des Philippines. Donc, encore une fois, l'opinion publique de tous ces pays est informée par les médias, et les médias, ces sondages, je vous articule la chaîne de communication, la chaîne de réception. Les opinions publiques sont informées par les médias, se forment leur image entre leur pays et les relations avec la Chine, et c'est ce que reflètent ces sondages. C'est donc tout ce travail que je veux vous montrer à travers à la fois l'ouvrage et à la fois le sondage. Donc l'image de la Chine s'est totalement détériorée sur ces 3 dernières années, et on sait pourquoi. C'est la combinaison d'une culture qui n'est plus séduisante, d'une action économique qui est parfois très intrusive, et on pourrait parler des heures sur ce que fait la Chine en Afrique. Et la troisième chose, c'est les citoyens sont de mieux en mieux informés.
plutôt conscients de ce qui se passe. Modèle en panne. Alors, est-ce que la soft power chinois est devenu un modèle attractif, reste un modèle attractif comme a voulu l'annoncer la Chine pendant des années? Moi, je n'y crois plus. Et d'ailleurs, il est temps de vous dire qu'il n'y a plus aucune activité culturelle à Bruxelles depuis 2022. C'est quand même un bon indicateur. Enfin, il y a une conférence au Centre culturel chinois tous les 3 mois sur la peinture ou comment ça s'appelle? Les céladons, les céramiques. Voilà. Départ des entreprises étrangères et des expatriés. Donc, moi, je connais des gens qui travaillent dans l'industrie en Chine qui souhaitent rentrer. Les nouvelles de la soie posent des problèmes de coûts et de virgule et de non-emploi des locaux. C'est extrêmement documenté en Chine. Le seul cas où ça fonctionne bien, et je l'ai vérifié encore une fois, c'est pas pour vous dire que tous mes travaux, mais c'est au Pakistan où là, l'image de la Chine est très positive. Et puis, on voit la part de la dette détenue par la Chine, 55% pour Djibouti, 42% pour la RDC, l'Angola 34%, la Guinée 32%, les Comores 31%. Donc des chiffres colossaux. On peut aussi parler du Sri Lanka. Regardez à droite aussi, j'ai trouvé une information sur NPR 24. 13 500 millionnaires chinois voudraient émigrer en 2023. 13 500 personnes seraient prêtes à émigrer en 2023. Ça fait quand on est millionnaire, on a des compétences financières, on a des compétences, on a des acquis sociaux, on a des réseaux, on a des employés. Eh bien, c'est quand même un indicateur qui est très mauvais pour la Chine et de l'intérieur. Bonjour, Fernanda Barrientos. En 2024, quelles sont les nouveautés autour de la puissance? J'ai choisi justement le terme puissance. Alors, premier élément, plus d'activités culturelles à Bruxelles et en Belgique. C'est un fait. Deuxième élément, je croise l'ambassadeur. Alors, Bruxelles est une ville de réception diplomatique où, au-delà d'avoir un verre dans la main, on développe des idées et on fait de la promotion. Et donc, c'est mon terrain d'observation. Et je vois l'ambassadeur chinois il n'y a pas longtemps et je lui dis: ah, monsieur, comment ça va vos relations entre la Chine et l'Union européenne? Sous-entendu, c'est un peu compliqué, comme vous le savez. Et il me répond tranquillement: vous savez, maintenant, nous dialoguons directement avec les États. L'Union européenne n'est plus vraiment comment dire, très ouverte à discuter avec la Chine. Ah bon, très bien, merci monsieur l'ambassadeur. Et alors, que puis-je vous dire d'autre sur aujourd'hui, nouveautés autour de la puissance? Eh bien, tout d'abord, to tell China stories well, c'est le grand credo de la Chine, hein, il faut bien raconter l'histoire de la Chine. Alors, regardez le nombre de diplomates et de médias d'État qui ont ouvert un compte sur Twitter. Donc, c'est tiré d'une étude du célèbre compte, de la célèbre structure qui s'appelle Merix. Et regardez la croissance en 2019 et en 2020, hein, c'est vraiment extraordinairement élevé. Et ils vont se mettre à tweeter dans tous les pays, pour reprendre le terme, parce que Xer, ça ne marche pas. Et ça va marcher enfin, alors c'est la volonté de prendre la parole, d'imposer, comme tous les diplomates, d'imposer son discours. Tous les diplomates le font. Il n'y a pas vraiment d'études de réception sur ces nouvelles prises de parole. Et on a du mal à savoir si, au-delà, l'impact de tous ces médias. Voilà. Premier élément. Deuxièmement, un reportage, j'ai saisi, enfin je l'ai vu, un reportage, et j'ai eu l'envie de l'inclure dans cette présentation.
TikTok, l'ombre chinoise. Donc, après X, eh bien maintenant, c'est TikTok. Et là, le reportage explique que la société TikTok, détenue par ByteDance, euh, devient un lieu d'influence pour les plus jeunes, avec des vidéos d'influenceuses. Ce sont des femmes qui vont promouvoir l'image de la Chine à travers des petits reportages sympathiques, toujours pour essayer de lisser l'image de la Chine ou de toucher les plus jeunes, puisque le TikTok reste un média pour les plus jeunes, enfin même si... voilà, pardon. Troisième élément, ce qu'on appelle dans notre secteur des entrepreneurs d'influence. Et là, j'ai pris le Center for China and Globalization, dont je suis les travaux régulièrement. Donc, c'est monsieur Henry Wang au milieu, là. Vous allez me dire, c'est un think tank. Oui. Alors, les think tanks chinois sont connus depuis longtemps, mais la parole n'était pas vraiment très efficace, très claire. Eh bien, à regarder ce think tank, alors c'est extrêmement bien fait, ça s'est réorganisé depuis 2022. Dans la liste des invités qu'il y avait il n'y a pas longtemps, en octobre, à Pékin, il y avait euh, comment dire, la spécialiste de la Chine dans un think tank qui a fermé, qui s'appelait non, qui n'a pas fermé, mais qui s'était réorganisé, The Friend of Europe. Eh bien, elle était invitée. Donc, il y avait tout un panel d'Occidentaux qui sont invités à venir débattre pour promouvoir un dialogue, comment dire, un dialogue raisonnable avec la Chine. Alors, je vais pas. J'ai eu une remarque sur cette diapositive. Il y a quelqu'un devant un autre groupe. Je vais vous dire par là que il est normal, un think tank, donc un cercle de réflexion, comme l'IRIS en France ou comme Terra Nova, il est normal qu'il ait des invités et qu'il choisisse des thèmes. Donc, tout ça est tout à fait normal. Pourquoi j'ai retenu celui-ci? D'abord parce que le travail est extrêmement bien fait, bien mieux fait qu'avant, et avec une volonté très claire oh là là, de propagation, voilà, je change de terme, de propagation des idées à travers une lettre d'information. Je reçois 2 mails par semaine et à travers des conférences qui se sont développées, qui sont réalisées en Chine et ailleurs. Donc, je crois que je considère cet exemple comme la volonté de redynamiser un discours, voilà, c'est ça que je voulais dire, redynamiser un discours autour de la Chine à travers, ici, les décideurs. Ensuite, il y a toujours avant-dernier élément, c'est ça, je suis dans les temps. Avant-dernier élément, eh bien, il y a quelques jours, donc le 20 février 2024, et voilà la seule manifestation un peu d'ampleur, voilà, d'ampleur à Bruxelles, passe par Hong Kong. Donc, Hong Kong Economic and Trade Office in Brussels, c'est une plateforme de commerce. Ils font des réceptions. Alors, à droite, vous avez la salle avant que ça commence. Hein, la salle n'était pas vide. Et à gauche, vous avez la salle quand c'est pleine. On va dire 200 invités dans une salle classique, enfin, dans une salle prestigieuse mais extrêmement bruyante du plein centre de Bruxelles pour nous présenter les nouvelles années et la réception à la clé de nouvelle année. Alors là, cette plateforme hongkongaise, enfin, cet office de bonne forme diffuse les bonnes paroles et parle des réussites chinoises, non plus des réussites de Hong Kong, mais des réussites chinoises et de l'intérêt de faire du commerce avec la Chine, ce qui est tout à fait normal. Son propos est tout à fait, en fait, je dirais que son propos est tout à fait classique. Affaires et image de la Chine. Et pour moi, ce n'est pas de la diplomatie publique, c'est de la diplomatie classique. Parce que les invités sont là uniquement sur invitation et représentent la cible, voire même le fichier d'usage, mais pas le grand public. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui a changé, qui s'est recentré sur ça, à côté d'une conférence qui regroupe 15 à 20 personnes, trois fois par an au Centre culturel chinois.
Alors, autre action que l'on peut tracer, opération de piratage, 240 opérations. Alors, c'est tout à fait ce qu'on appelle maintenant l'ingérence. Ce matin, il y a une loi qui vient d'être votée au Parlement français contre les tentatives d'ingérence parce que le continent européen, enfin les 27 États membres, doivent se prémunir des ingérences étrangères qui sont dans l'ordre la Chine, la Russie, la Turquie et l'Iran. Eh bien là, PERIX, le centre de recherche allemand, a recensé 240 opérations sur 10 ans, opérations d'ingérence. Vous voyez, 22 en France, avec, ça ne vous surprendra pas, les États-Unis qui sont le pays le plus ciblé. Mais voilà. Donc ça, c'est une autre histoire. C'est ce qu'on appelle non plus l'influence. On est loin de la diplomatie publique, on est dans l'ingérence, en anglais interference. Et c'est les opérations menées par des groupes publics ou parapublics pour perturber sur les réseaux numériques, pour perturber. Alors, c'est aussi la volonté d'agir dans nos espaces publics. C'est pour ça que j'ai mis cette diapositive. Dernière diapositive, la plus récente, les restrictions on online information are affecting nearly every field. Alors, c'est quoi? Eh bien, nos chercheurs avons des problèmes pour aller capter de l'information sur la Chine actuelle. C'est-à-dire que la Chine non plus contrôle, avant elle contrôlait ce qui rentrait, maintenant elle contrôle ce qui sort. C'est-à-dire que les chercheurs, d'abord c'est difficile d'aller en Chine, le terrain nous échappe, et il y a une rigidification du pouvoir chinois, ça ne vous a pas échappé, il y a une primat du parti, pardon, c'est mal tapé ça, c'était hier soir. Primat du parti avec un P majuscule sur l'économie et sur le politique. Donc il y a déjà 1 an que Xi Jinping a dit que la politique primait sur l'économie. Et bien maintenant, au dernier CCPCC, hein, je ne me trompe pas les acronymes, eh bien il y a une semaine, c'était primat du parti sur le politique. C'est-à-dire que le gouvernement applique et le parti décide. Alors voilà, il devient compliqué d'avoir toutes ces données. Je ne vais pas les lire parce que ce n'est pas le but du propos et ça peut terminer là-dessus. Et je termine par le mot-clé et par une synthèse. Du soft power, OK, 2013, 2012 pour 2013, alors 2012-2020, un soft power qui fonctionne au moins à Bruxelles, en Europe et même jusqu'aux États-Unis. Puis après, une rupture d'image avec le Covid, avec les actions politiques dans les mers de Chine du Sud, avec les actions d'ingérence, avec les actions d'espionnage, avec les actions de piratage de données à travers toute l'Europe. Maintenant, l'Europe sait, le service d'action extérieure le sait, les grands États le savent tous, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, pour prendre l'Europe, la Suède, tous les États le savent. Et la Chine se dit peut-être, en fait, je ne sais plus ce que veut nous dire la Chine. C'est pour ça que j'ai mis autour de la puissance. Et en fait, la Chine a beaucoup de problèmes internes, comme vous le savez certainement, et devient, j'ai envie de conclure à nouveau, par du soft power au pouvoir contrôlant, au moins en interne. Voilà. Je me donne toujours 45 minutes pour le faire. C'est exactement le temps qui s'est passé. Et il est temps maintenant de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir. Écoutez, Olivier, je vous remercie beaucoup pour ce très riche exposé. Et puisque vous invitez aux questions, je crois que je vais pouvoir commencer à poser des questions, mais également aussi à faire quelques petites remarques. Oui. Il y a une chose qui m'est apparue en vous écoutant, c'est que finalement, il est parfois difficile de définir à partir de quel moment il y a effectivement exercice ou plutôt maîtrise de l'exercice de l'influence. Et je vais prendre comme exemple le thème du développement économique chinois. En fait, je serais tenté de dire que ce n'est pas la Chine qui est à l'origine du discours sur son développement, mais bien plutôt la Banque mondiale à partir des années 90, surtout 96, où elle a recherché un modèle
de miracle économique et elle a pensé le trouver dans la Chine. Et c'est cette volonté, cette recherche de trouver un modèle de développement économique pour les pays pauvres, à commencer par les pays africains, qui a fait émerger la Chine comme étant un modèle, comme étant une réussite économique qui puisse euh, servir d'appui pour les autres pays. Et la Chine, de ce point de vue-là, n'a fait que recueillir un héritage et qu'elle a développé. Et disons que le moment clé à ce moment-là, c'est ce moment où l'économiste chinois Li Yifu est devenu, dirons-nous, économiste en chef de la Banque mondiale, où non seulement il arrivait avec son prestige de ressortissant chinois venant d'un pays qui avait réussi sa mutation, mais en fait, ce n'est pas tellement le modèle chinois qu'il va promouvoir dans ses discours. Dans ses discours, il va promouvoir la vision que la Banque mondiale a du développement économique chinois. Dans la pratique, par contre, il va utiliser cette position pour devenir un VRP des entreprises chinoises. Donc, si vous voulez, on se trouve dans une situation où on utilise le discours, un discours étranger, hein, pour appuyer le développement de l'influence économique d'un pays. Donc, les choses sont à la limite beaucoup, beaucoup plus compliquées que ce qui pourrait apparaître à première vue. Mais les choses vont aussi dans un autre sens. Excusez-moi, je vous laisse après ça reprendre tout ça. Les choses peuvent aller aussi dans un autre sens. Lorsque vous avez évoqué le problème des dettes, le problème, vous avez des problèmes? Non, qu'est-ce que vous voyez comme écran là? Excusez-moi de vous perturber. Là j'ai une plage. Mais si vous voulez, vous pouvez arrêter carrément et puis après ça, j'ai toute une liste de personnes. Oui, je voulais me mettre en plein écran. C'était plus élégant. Oui, bah écoutez, à ce moment-là, il faut aller sur. Vous devez un endroit à droite, je crois, où vous avez marqué affichage. Excusez-moi pour cette perturbation. Oui, oui. Mais attendez, ce qu'on peut faire, c'est peut-être supprimer le partage de l'écran. Ah ouais, arrêter le partage. Oui, voilà, Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, voilà. Bon, donc je disais que d'un côté, donc il y a récupération éventuellement d'un thème qui n'est pas proprement chinois, mais qui va être instrumentalisé par la Chine et qui est une évocation d'un modèle de développement qui n'est pas forcément effectivement le modèle de développement chinois, mais la vision que pouvait en avoir la Banque mondiale. Et puis après ça, vous avez je dirais, les contre-discours, l'utilisation des contre-discours à propos, entre autres, du discours sur les dettes. On sait très bien que le problème, c'est pas de savoir si vous faites 50-80% du PIB, parce que vous pouvez être très endetté, mais le problème, c'est de savoir quelle est la valeur ou l'efficacité des projets qui ont été financés. Si vous financez quelque chose qui vous coûte très cher, mais qui produit des revenus pour rembourser, ça n'a aucune importance. En revanche, financer un petit projet qui n'est pas rentable, ça devient lourd. Bon. Donc, vous avez ici un détournement des éléments. Et pour la main-d'œuvre, c'est la même chose. Le fait qu'aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu à la série d'un certain nombre d'enquêtes que la main-d'œuvre chinoise n'était présente que dans la mesure où les autorités locales l'acceptaient. Et l'exemple, dirons-nous, de ce point de vue le plus clair, c'est ce qui s'est passé en Algérie. Ouais. Il n'y a pas qu'en Algérie, hein, où on emploie la main-d'œuvre parce que ça simplifie la vie, d'une part aux entreprises chinoises, mais aussi aux autorités algériennes. Donc, si vous voulez, il y a la façon dont on va s'emparer du discours, soit pour le nourrir, soit pour en faire un contre-discours. D'accord. Alors également, il y a une chose à laquelle je tiens, c'est, vous avez, à mon sens, tout à fait raison, et je suis sensible à ce mot, c'est l'utilisation du mot influence, hein, que vous avez employé dans le titre de votre intervention. Et je crois que c'est un mot qui est finalement très piégeux. Pourquoi? Même si c'est le bon mot, hein, mais c'est un mot qui est très piégeux dans la façon dont il est reçu. On parle de l'influence, par exemple, de la France en Afrique, mais
on parle en fait de l'influence politique de la France en négligeant le fait qu'il y a une influence économique qui ne la recouvre pas. Hein, si vous voulez, c'est l'image de François Pérou, l'espace économique et l'espace économique, qui sont deux espaces qui peuvent, dans certains cas, se recouvrir, mais qui, dans la réalité actuelle, sont séparés. Donc, ce qui veut dire que ce que nous voyons, c'est l'espace politique. Et donc, si on prend l'exemple récent du Niger, la France qui se fait mettre dehors par le gouvernement du Niger, mais ce qui ne veut absolument pas dire que du point de vue économique, la France ou les entreprises enregistrées en France aient été chassées du Niger. Hein, et je prends l'exemple d'Orano, hein, cette entreprise qui est une multinationale qui exploite l'uranium, et la vente de l'uranium qui est produite au Niger par Orano, elle est vendue pratiquement exclusivement qu'à la France. Donc, si vous voulez, d'un côté, vous avez les militaires et les diplomates qui sont renvoyés à leurs chères études, et de l'autre côté, vous avez une activité économique qui n'est pas remise en cause. Alors, on aurait pu dire, mais ils vont nationaliser. Mais si vous nationalisez Orano, quelle est la première entreprise qui va partir du Niger? C'est le concurrent chinois d'Orano. Parce qu'ils vont se dire, nous, on n'a pas encore investi autant qu'Orano, mais si on commence à nationaliser nos entreprises, à ce moment-là, on n'a aucune sécurité. Pourquoi continuer à travailler dans le pays? Ouais. Bon. Donc, si vous voulez, on se trouve dans une situation où vous avez des entreprises, surtout quand elles sont multinationales, hein, qui ont une autonomie et une distance considérable, hein, par rapport à l'espace politique du pays dont elles sont originaires. Alors, dans ce type d'analyse où vous avez deux espaces, un espace politique, un espace économique, hein, qui ne se recouvrent pas, hein, vous avez le cas du chinois où, par contre, on se retrouve dans une situation qui serait peut-être plus celle de la France des années 50, où vous avez un semi-recouvrement des deux. En ce sens que les grandes entreprises publiques, et entre autres l'entreprise chinoise qui exploite une petite mine d'uranium qui ne produit pas encore au Niger, elle dépend directement du gouvernement. Là, vous pouvez avoir un recouvrement qui se fait. Mais dans le cas d'Orano, il n'y a pas de recouvrement entre le gouvernement français et cette entreprise. C'est une entreprise nationale qui travaille ailleurs. Si elle ne peut plus travailler au Niger, elle passera par perte de profit sur l'investissement, mais elle peut continuer à produire ailleurs, à la limite sans rapport avec la France. C'est le cas de Total aussi. Bon, donc en fait, aujourd'hui, il faut bien voir que l'image de l'influence de la Chine est boostée, pour employer cette expression, par le fait que, d'une part, nous ne distinguons pas les formes de l'influence, et donc par ce biais, nous sous-évaluons notre propre influence, hein, mais aussi boosté par le fait que c'est quelque chose qui surgit dans un endroit où la Chine n'était pas. Donc, il y a une surévaluation de l'influence réelle. Je ne nie pas du tout qu'il y ait de l'influence, je ne nie pas le fait qu'il puisse y avoir une augmentation de l'influence, mais je dirais que la façon dont nous abordons le problème de l'influence chinoise est, d'un certain point de vue, plus paranoïaque que scientifique. Bon. Alors, j'ai bien compris votre différence entre économie et politique et communication. Moi, j'ai une approche communicationnelle. Vous avez donné des précisions que je n'ai pas du tout et je vous en remercie. Me diriez-vous que j'ai une approche paranoïaque? Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, mais j'ai dit que c'est une. Bon, j'ai volontairement utilisé ce terme pour l'opposer à scientifique. C'est-à-dire, non, je ne vous ai pas accusé de paranoïa. Pas Non, encore du. hein, pas encore. Donc, ben, je réponds brièvement. Vous faites des précisions fort intéressantes sur des domaines que je ne maîtrise pas et je ne suis pas économiste. Et deuxièmement, vous avez raison entre économique et politique. Et troisièmement, ben, je parle avec ma grille de lecture qui est celle des études de communication. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, alors là, oui, mais une étude, le biais de la communication ne privilégie-t-elle pas ce qui est le plus immédiatement visible, hein, est-ce que ça ne tendrait pas à minorer le rôle que pourraient jouer d'autres facteurs?
lorsque Vous avez tout vous à fait avez raison, été... Monsieur Perrault. Tout à fait raison. Ouais. C'est pour ça que je m'attache à aller dans la profondeur, mais à maîtriser aussi certaines dimensions économiques et aussi certaines dimensions de sondage et aussi certaines dimensions de terrain. Parce que c'est vrai qu'on peut faire des études de communication en surface en disant j'ai vu 3 images égale à ça. Justement, ma méthodologie cherche à bien incarner, à bien incarner, à mettre des chiffres et à mettre des mots et à avoir des retours du terrain. C'est comme ça que j'enseigne, c'est comme ça que je cherche. Non, mais nous réfléchissons ensemble. Ah oui, c'est pour ça que je réponds. Juste un point que je voulais noter. Vous avez hésité tout à l'heure à propos de la chute de la réception de la Chine en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Mais il y avait un facteur, c'est Hong Kong. Et voilà, j'ai oublié. Oui, Vous avez raison. Vous voyez, il faut penser à tout, hein. Sur les 24, oui, sur les oui, non, 27, il faut penser à tout. Vous avez raison. Xavier, Oui, Thierry. Bon, je vais être moins long que Thierry, mais c'était très intéressant. C'était vraiment très, très intéressant, notamment évidemment comment dire, la réappropriation du modèle de François Pérou, hein, notamment les enveloppes. Je trouve ça vraiment intéressant. Bon, bref, je reviens pas là-dessus. Alors, comme tu m'as interpellé sur l'Afrique tout à l'heure, je voulais rappeler tout simplement que les FOCAC n'ont pas commencé en 2012, mais 2000, en l'an 2000. En fait, ils sont triannuels et le premier était organisé en 2000 africain, et donc tous les On est en 3 ans. 2000. En 2000, ouais. Ah, d'accord. Donc le prochain est en 2024, enfin cette année en fait. Euh, alors, puisque le dernier était à Dakar en 2021. Du coup, dans 3 rapides questions, très brèves, est-ce que tu as un petit peu étudié, mené des recherches sur le Front Uni, le département du travail du Front Uni notamment, qui chapeauterait comme une partie de cette stratégie informationnelle ou communicationnelle ou d'influence, pour prendre le Ouais. mot. Après, pourquoi tu n'utilises pas davantage le concept de diplomatie économique qui, pour moi, correspond davantage en fait aux velléités chinoises en général, pour faire aller assez vite, euh, dans ce cadre-là. Et puis, après, une question plus technique, mais est-ce que bon, tu as nommé 3 centres de recherche, dont le Pew Research Center, mais est-ce que tu as comparé, mis en parallèle un petit peu leur méthodologie, parce qu'elles sont parfois différentes, très critiquables aussi par ailleurs, surtout sur l'Afrique, y compris l'Afrique, enfin le baromètre de l'Afrique. Donc voilà, bon, je pense que Thierry ne va pas me contredire là-dessus. On a quand même, on prend nos distances par rapport à ce genre de sondage, qui sont parfois réalisés dans des conditions un peu voilà, bancales d'un point de vue scientifique. Toujours limité à l'urbain en Afrique en général, jamais au rural, évidemment, il ne faut pas se déplacer dans le monde rural. Donc des choses comme ça qui peuvent être assez critiquables. Donc est-ce que tu as mis en parallèle un petit peu les sondeurs et les sondages finalement, leur méthodologie? Oui, alors je vais commencer par celle-là. Tout à fait. Ce bref extrait est le résultat d'un article qui a été publié il y a quelques mois dans les cahiers de Protagoras. Je pourrais t'envoyer la référence, ça t'intéresse, dans lequel j'ai une lecture critique de chacun des sondages. J'en ai pris 5, là j'en ai choisi que 3. J'ai une lecture critique des méthodologies et des échantillons. Donc là-dessus, c'est tout à fait assumé. D'ailleurs, il y en a un qui est un sondage en ligne. Euh, donc c'est quand même trop. En fait, chacun fait ce qu'il peut, quoi. Les instituts de sondage font ce qu'ils peuvent. Donc, la critique est dans cet article et j'en suis tout à fait conscient des limites des méthodes et des échantillons. Euh, il reste que je maintiens l'idée que c'est un premier accès sans avoir à aller creuser le Vietnam ou le Gabon pour avoir une idée de l'opinion publique. Donc, comme le sondage, voilà, un sondage a toujours été ça, un premier accès à une fraction d'une opinion publique. Tout à fait assumé. Mais c'est pour ça que j'en mets 5 côte à côte dans mon autre article. Parce qu'en mettre 5 côte à côte qui viennent de 3 d'Europe et 2 d'Asie, avec des résultats similaires, c'est troublant. Sinon, on pourrait m'accuser de dire, ben voilà, Olivier, vous avez pris un sondage européen, vous êtes européen, donc vous êtes anti-chinois et blabla. Non, j'en ai pris 5. Voilà. Ensuite, diplomatie économique, qui est plus le chinois. Alors, c'est tout à fait intéressant et je vais l'introduire dans mon prochain cours l'année prochaine à Lille, hein.
Parce qu'en fait, je ne suis pas économiste, vous l'avez compris, Thierry et Xavier, je me suis focalisé sur l'origine de la politique de soft power, donc les Jeux Olympiques et 2018 et 2012, voilà, 2008-2010, la politique implémentée, et c'est le moment où la Chine développe un discours, des médias, de l'argent, patati patata, une politique d'influence. Puis, c'est ça qui est intéressant, 2013, le lancement des routes de la soie, eh bien, ça devient comme les... Enfin, merci de ta question, je vois à l'instant dans ma tête, le discours politique culturel s'efface au profit du discours économique. Donc, maintenant, je vais rajouter à une entrée diplomatie économique dans mes interventions parce que ça justifiera la chose. Et ce qui n'est plus surprenant parce que la France fait de la diplomatie économique et l'annonce comme du soft power. Donc, en fait, dans un autre travail, je dis que Joseph Nye a exclu l'économie pour le mettre dans le hard power, mais je dis que les États, quels qu'ils soient, que ce soit le Qatar ou la France ou la Chine, réintroduisent des activités économiques pour dire qu'ils sont un pays attractif. Donc j'en suis là, mais ce n'est pas explicité dans mes propos et voilà, j'ai un travail à faire. Ensuite, Économique et commercial, du coup. oui, 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 oui. Ouais. Ben, en fait, dans l'ouvrage, je l'ai supprimé, dans l'ouvrage de 2021, j'avais fait, alors, dans mon dernier voyage en octobre 2020, j'avais pris une photo du train rapide chinois. Vous le connaissez tous. Il y a un slogan qui dit, j'ai oublié, il faudrait que je le relise, il y a un slogan de promotion du train chinois, et les Chinois me disent, c'est le soft power de la Chine. C'est comme si on disait le TGV, c'est le soft power de la France. Ça a été le cas. Ouais, mais c'est pas. Ouais. Le Concorde, le TGV. Bon, Oui, oui. ça ne s'est pas vendu comme venez en France où la France est attractive parce elle fabrique des TGV. Mais c'est vrai que le réseau TGV est parfait pour amener les touristes en France. Ça, j'en suis le meilleur témoin. Études sur le front uni. Non. Pourquoi? Parce que là, c'est un sous-champ. Enfin, c'est un champ en soi. On est au croisement de l'intelligence, enfin, du renseignement, des études en Chine. Et comme tu le sais, l'IRSEM a fait ça de manière très, très brillante. Et je ne vais pas procurer le rapport de Jean-Baptiste, Jean-Jean Villemer et Paul Charon de 650 pages sur l'efficacité du front uni. Bon, je serais moins dithyrambique sur le rapport, hein. Beaucoup moins même. Mais parce que d'un point de vue méthodologique, justement, et scientifique, il y a beaucoup de choses à redire. Oui, mais ils sont entre les deux. Hmm. Un rapport visé à être diffusé en PDF. Donc Ouais. Hmm. là-dessus, ils ont expurgé leur méthode parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire et le rendre grand public. Et c'est l'objectif de l'IRSEM. Donc c'est raising awareness, c'est que l'ensemble des citoyens, comme ce matin, il y avait quelque chose sur l'ingérence russe. Et hier sur l'ingérence russe, les citoyens doivent être informés. Nous avons nous avons un niveau d'information qui est bien meilleur. Oui, moi, je voudrais revenir sur Afrobaromètre. Parce que pour moi, Afrobaromètre, c'est comme les statistiques chinoises. Le problème pour moi n'est pas tellement de savoir si c'est exact, s'il y a des biais ou non, mais de savoir dans quelle mesure les mêmes biais évoluent. C'est-à-dire qu'ils vont dessiner une courbe de tendance, et c'est cette courbe de tendance qui va m'intéresser. Et dans le cas d'Afrobaromètre, ce que je constate, c'est que les États-Unis, malgré tout, sont toujours devant la Chine. Les États-Unis sont toujours. Ah Ah oui, oui, ils sont toujours devant la Chine dans leur évaluation de la perception positive. Le modèle de développement américain vient devant le modèle de développement chinois. Donc, ce n'est pas inintéressant donc de voir comment les choses sont faites, ou bien alors les discours qui peuvent être faits en utilisant Afrobaromètre sont aussi intéressants dès lors que l'on va regarder la partie de la population qui a été effectivement interrogée. Quels sont ceux qui vont pouvoir se prononcer sur le degré d'endettement des pays africains?
hein. C'est en fait une population plutôt urbaine, plutôt bien scolarisée, enfin qui est diplômée. Donc, si vous voulez, ça vous précise très exactement qui parle. Donc, ça apporte toujours une information en ce sens qu'on se dira, bah oui, ce discours-là, il prend ses sources dans la vision d'un certain nombre de gens. Donc, euh, dirons-nous que je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, Ah, hein, mais parce que je suis d'accord oui, avec vous. il y a des choses qui peuvent nourrir notre réflexion. Je suis d'accord. Et alors, je crois que la volonté de Baromètre, malgré tout, de considérer le plus grand nombre de pays est un progrès en soi parce qu'il y a, du point de vue, un effort statistique d'harmonisation. Donc, même si il y a des biais de départ, ce n'est pas grave, il y a une réflexion qui se crée. Et disons que je peux ponctuellement, c'est-à-dire que sur l'interprétation des résultats d'une année, je peux avoir des doutes, mais sur la tendance que ça décide, ça peut m'intéresser. Donc, c'est pour. Alors, en revanche, pour dater le début de la recherche d'un exercice de soft power en Chine, moi, j'ai une date totalement différente qui est septembre 1989. Pourquoi? En septembre 1989 a été organisée la première conférence internationale sur le confucianisme en Chine, Bon. organisée en Chine. Et cette conférence a été organisée dans la précipitation, précisément après les massacres de Tiananmen et les sanctions occidentales. Et à ce moment-là, vous avez eu un choc de la part des dirigeants chinois qui considéraient qu'ils pouvaient s'appuyer tant pour leur développement politique, tant pour leur développement économique que pour leur développement politique sur les pays occidentaux. Ils se sont aperçus à cette occasion que du point de vue économique, ils ne pouvaient pas faire autrement que s'appuyer sur les Occidentaux, hein, mais que du point de vue politique, il fallait qu'ils aillent chercher des béquilles ailleurs. Alors, une des béquilles, ça a été effectivement l'Afrique, puisque les pays africains, dans leur ensemble, n'ont pas condamné ou ont même soutenu les interventions sur la place Tiananmen. Donc, les visites tous les ans prioritaires au mois de janvier en Afrique par le ministre des Affaires étrangères. Mais dans le même temps, il s'est agi de utiliser cette image de l'histoire et de la culture chinoise ayant 5000 ans d'âge, hein, je mets des guillemets, hein, et la première manifestation, ça a été la reconfucianisation, la réinvention du confucianisme par cette grande conférence qui s'est tenue à Chufu en septembre 1989. Et à partir de là, ben, si vous voulez, le discours se crée, se construit, hein, et vous avez donc aujourd'hui un confucianisme, je ne sais pas comment, un communo-confucianisme, enfin, quelque chose, un espèce d'être un petit peu étrange, hein, qui est diffusé, qui est supposé être l'image de la Chine, d'une Chine éternelle, mais complètement modernisée à travers ce biais. Et donc, ça part de là, hein, et tout ça. Et tous les discours que vous avez ensuite, ils se branchent là-dessus. Et puis, alors, et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, à la limite, nous les encourageons parce qu'avec l'histoire des routes de la soie, la route maritime de la soie, il n'y a rien de moins chinois que cette route maritime, hein. C'est l'ancienne route des porcelaines qui était empruntée par les marchands arabes et les marchands indiens, et qui après ça, qui remontait par le long dans le golfe Persique, etc. Donc, le corridor que veut remettre en état l'Europe. Mais après ça, surtout, ça a été l'ouverture du canal de Suez, hein. Bon. Donc, il y a une récupération de thèmes, hein, une réappropriation. Et en fait, chaque fois qu'on emploie l'expression BRI, hein, Belt and Road Initiative, on tombe dans le discours chinois, on est récupéré par la Chine. Bon. Donc, donc je crois que là aussi, nous avons la nécessité de remettre en perspective tous ces éléments-là pour effectivement apprécier pleinement, hein, l'influence que peut effectivement exercer la Chine. Oui, je vois une question de Fernanda Barrientos. Oui, c'est une question qui est un peu plus large, je pense. Donc,
qu'elle Elle demande s'exprime. si on peut mettre en perspective certains aspects de l'influence de la Chine en Amérique latine, d'après ce que vous venez de présenter. Est-ce qu'on peut parler d'une stratégie chinoise miroir Amérique latine? C'est vrai que c'est un peu plus large. Alors oui, ça commence à couvrir la planète. J'ai déjà eu cette question. C'est amusant, j'ai déjà eu cette question. Et je suis mal à l'aise pour y répondre parce que ben, chacun son continent, hein. Moi, c'est l'Asie et l'Europe. Xavier, c'est la Chine et l'Afrique. Et j'ai très, très peu de connaissances sur l'Amérique latine. J'ai un collègue qui est totalement pro-chinois, qui soutient les initiatives chinoises au Brésil, mais j'ai très peu d'éléments là-dessus. Alors, je peux renvoyer Fernanda Barrientos à quelqu'un qui s'appelle Sophie Wittgens, Ok. hein, tu la connais, qui Oui, est, voilà. vous aussi. C'est l'une des marraines du séminaire. Ouais. Bon, ben, voilà. Et c'est vraiment elle qui a toutes les informations sur l'Amérique latine, hein, parce que franchement, stratégie, en fait, stratégie miroir, non. Ben voilà, même Fernanda connaît ses travaux. Moi, je dirais pas stratégie miroir parce que les pays sont pas comparables. Les modes de gouvernance sont pas comparables et les capacités d'influence politique sont pas comparables. Donc, euh, je crois quand même que c'est pas miroir. Et c'est peut-être pas l'endroit où la Chine réussit le mieux, d'ailleurs. Mais là, je m'arrête de conjecturer. Alors, tu as une question vraiment qui s'adresse plus directement à toi, Abderrezaq Adel. Ne pensez-vous pas que votre réflexion s'appuie sur un postulat implicite, le modèle occidental est universel, que le modèle occidental est universel et que le discours diplomatique et politique occidental sur la Chine renvoie à des rapports d'hégémonie dans une mondialisation où la compétition est très violente? Alors, oui, je connais cette question. Je l'ai eue régulièrement. Alors, j'aurais donc mon postulat implicite, c'est que le modèle occidental est universel. Et que sur la Chine, donc, j'aurais un discours de domination. Mon analyse reflèterait un discours de domination et d'hégémonie de l'Occident sur la Chine dans une modélisation qui serait le moteur qui serait mené par ce capitalisme américano-européen. Ok, je vois le propos. Euh, je suis tout à fait conscient d'être un Européen. Je suis même très heureux de vivre en Europe et d'avoir les valeurs qui sont proposées par l'Union européenne. J'assume totalement. Je sais que j'ai un biais conceptuel dont je cherche à mettre à distance. C'est pour ça que j'ai par exemple cherché des sondages qui viennent de l'extérieur, qui viennent hors de l'Europe. Deuxièmement, c'est aussi pour ça que je vais poser des questions sur le terrain, non pas, alors pas qu'à aux ambassades, mais aussi en Chine où j'ai eu la chance d'enseigner 4 années de suite pendant un mois. Et donc, j'ai pu poser des questions aux Chinois et à mes collègues pour voir si mes biais, comment ils validaient ou contestaient mes biais. Et la plupart du temps, ils me renvoient soit le discours officiel chinois, soit ils me valident mon approche. Deuxièmement, je ne vois pas alors, les rapports d'hégémonie et de domination sont quelque chose qui sont hors de ma grille de lecture. On pourrait même renverser la proposition, si vous voulez, parce que la Chine est parfois accusée d'hégémonie et de domination dans certains cas. Euh, euh, et enfin, et enfin, permettez-moi cette dimension tout à fait humaine. Je crois profondément que les citoyens, qu'ils soient indonésiens, panaméens, chinois ou lituaniens, ont envie de vivre leur vie tranquillement dans des états de droit qui leur permettent de faire grandir leur famille, d'acquérir des biens sans être sous un contrôle et dans des procédures trop compliquées. Je crois profondément à cette attente et évidemment, avec cette croyance, vous pouvez déduire automatiquement que je considère que le modèle occidental a des proportions universelles. Parce que c'est ma croyance qu'un être humain, je répète, panaméen, indonésien, chinois, danois, français, a envie d'une qualité de vie que certains États peuvent proposer. Et il se trouve que ces États-là
sont la plupart du temps des pays occidentaux, mais pas que, évidemment. Alors, moi, je voudrais ajouter une chose à ce propos-là. Bon, c'est que sous-jacent à cette question, il y a la question de la désoccidentalisation. Oui. Et dans l'ouvrage que Xavier et moi avons en préparation, là, qui est sous presse depuis quelques jours, Oh ben, nous avons un article d'un collègue qui s'appelle Jean-Jacques Gabas, qui ouais, montre l'action menée par la Chine à la FAO. Et ouais. la conclusion claire et nette, c'est qu'à la FAO, vous avez deux blocs. Un bloc pro-chinois qui encourage la perpétuation du modèle de développement dit occidental, et un bloc non chinois qui cherche à mettre en place un mode qui questionne le soi-disant mode occidental. Alors, de ce fait, mais qui effectivement subit les témoins de la direction chinoise de la FAO. Donc, Extraordinaire. vous voyez que les choses sont quand même très relatives, c'est qu'un adjectif peut se balader et prendre des sens différents selon le point de vue auquel vous vous placez, mais toujours été, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la discussion d'un modèle que l'on peut croire permanent, là, c'est une question de développement, ben, ce n'est pas forcément quelque chose de malsain, mais il ne faut pas non plus croire que la Chine soit à la pointe de la remise en question en dehors du discours, hein, qu'elle peut mener, parce que c'est bien d'avoir un drapeau, dire moi je ne suis pas aligné, moi je ne fais pas ce que font les autres, hein, mais dans le fond, de continuer ces mêmes actions. La FAO, ces dernières années, dans cet article, on vous montre combien la Chine a encouragé des multinationales, et en particulier celles du secteur de la chimie. Bon, Hein. Alors que bien. précisément, le mouvement qu'on a en Occident, c'est une éco-agriculture, je ne sais pas quelle expression qu'on donne, exemple, une L'agroécologie. agroécologie, hein, qui voudrait diminuer le rôle de ces grandes entreprises chinoises, de ces grandes entreprises chimiques. Hein, et parmi ces grandes entreprises chimiques, vous avez aujourd'hui, bien entendu, les acteurs traditionnels occidentaux, mais vous avez aussi des grandes entreprises chinoises qui veulent avoir leur part du gâteau. Donc, les discours, les étiquettes que l'on se donne, souvent peuvent être très trompeuses. Et vous allez peut-être me trouver très pro-européen, mais d'après ce que j'entends et je lis, le continent européen est celui qui est le plus actif pour changer de modèle. Oui, oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, nous sommes les plus emblématiques en ce qui concerne la civilisation occidentale. Absolument. Donc, on est Nous sommes dans une tellement, contradiction. nous sommes tellement décadents. Ouais, mais il y a sur les deux termes hein, de l'équation, mais en fait, on privilégie toujours un aspect par rapport à l'autre dans les discours. Oui. Marcella Ganea, vous aviez une question. Je suis désolé, je me plie la parole, mais là, Marcella Ganea a posé une question sur l'emploi du mot paranoïaque. Euh, Donc, on bon, ne peut c'est pas la lire. effectivement, il y a dans le discours une exagération systématique, hein, que ce soit le discours chinois que comme le discours américain ou concernant l'adversaire. Bon. Donc c'est ça que je dis. Je voulais en sous-entendre par l'expression paranoïaque, et j'opposais la vision plus calme qui est supposée apporter une approche scientifique. Qui souhaiterait intervenir? Hein? Vous n'avez plus de questions? Bien. Ben écoutez, si plus personne n'a de questions, j'espère que ce n'est pas que ce n'est pas de la timidité, hein. Vous pouvez rester caché derrière l'étiquette de votre nom et actionner le petit bouton sur audio et parler sans vous montrer. Non. Ah, il y a un nouveau message qui arrive là. Nous sommes un petit groupe, donc alors, Oui, merci beaucoup, me dit Marcella Ganea. Voilà. d'accord. Bon. Ben, c'est bizarre. Écoutez, si J'ai plus plus les personne messages par n'a de salaire questions, gagné. plus personne n'a de remarques à faire à Xavier? Non, pas spécifiquement, non. Non, non. Bon, bah écoutez, il va nous rester à vous remercier, Olivier, pour
cet exposé et pour la discussion que cet exposé a générée. Absolument. Et, et j'espère que vous allez continuer et nous restons tout à fait intéressés par votre vision de la présence chinoise au Pakistan, vue sous votre approche scientifique spécifique, bien entendu. Et c'est un apport qui ne peut être que positif à notre réflexion générale et à l'échange des idées. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. Xavier, vous voulez dire quelque chose? Bah oui, merci Olivier. Et puis effectivement, Voilà. ce serait intéressant de parler du Pakistan, puisqu'on en parle finalement pas beaucoup dans le séminaire. Donc, avec ton approche, comme l'a dit Thierry, mais c'est vrai que ce serait intéressant voilà, de se pencher notamment sur le corridor ou plus largement sur les relations sino-pakistanaises. Comme d'autres qu'on traite un peu moins, peut-être l'Amérique latine notamment dans le séminaire, mais c'est, ce sont les intervenants qui font le séminaire, donc à un moment donné, donc on est obligé de faire des choix. Olivier, merci beaucoup, et puis à très vite. Oui. Ben, Bien. merci pour cet espace de parole et cette discussion qui a stimulé ma réflexion et qui a ouvert l'angle sur l'aspect économique beaucoup plus précisément. Et voilà. Très Parfait. bien. Merci beaucoup. Je vais donc interrompre la séance en D'accord. espérant vous revoir bientôt. D'accord. Au Bon après-midi à tous alors. Oui, bonne journée. Merci.